Bienvenue sur Détectives éternels. Ce soir, dans les ruelles tranquilles de Widow's Cross, un simple ruban noir flotte sur un poteau de portail, et avec lui, le murmure d'un meurtre. Qui a fait ce nœud, et pourquoi le village fait-il semblant de ne rien voir? Servez-vous une boisson chaude, et que le mystère commence. Le village de St. Mary Mead baignait dans la douce lueur du soleil printanier, à cette heure tendre où les brumes matinales s'accrochaient encore aux haies comme des voiles oubliés. Les cloches de l'église sonnaient faiblement du haut du clocher, annonçant 9h30, un moment où le monde n'était plus qu'un murmure de sons et de parfums, le cliquetis d'une charrette à lait, l'aboiement lointain d'un terrier, la promesse de tartines beurrées sur un plateau de petit déjeuner. Tout semblait en harmonie, tandis que les rideaux de dentelle de Madame Price Ridley tressaillaient à 2 reprises et que le portail de Mademoiselle Hartnell grinçait comme à son habitude sous les pas du facteur. C'était un matin si poliment ordinaire que même ses imperfections semblaient répétées. Et pourtant, comme Miss Marple le remarquerait plus tard, c'était précisément dans ces matins-là que résonnait le bourdonnement discret du changement, telle une horloge hésitant entre 2 tics. Les troubles ont commencé de manière tout à fait innocente, à Widow's Cross. Ce tronçon de route avait toujours été un peu à l'écart du village, à moitié ombragé par des ifs et bordé de chaumières, aux toits affaissés comme les épaules de vieilles confidentes. En son centre se dressait l'étroite maison de Madame Lavinia Pritchard, récemment veuve, tout juste rentrée de Cheltenham, et déjà au cœur de nombreuses spéculations. Le village avait approuvé sa tenue de deuil, simple, correcte, ornée d'un fin ruban noir qui ceignait son chapeau comme une pensée inavouée. Mais les avis divergeaient quant à son comportement. Trop sûre d'elle, disaient certains. Trop joyeuse, murmuraient d'autres. Ce matin-là, Miss Marple, assise près de la fenêtre de son salon, avec un modeste panier de travaux de couture, perçoit les premiers signes d'inquiétude. À travers la vitre, elle aperçut le jeune Tommy Bartlett qui filait devant le portail, essoufflé et les yeux écarquillés, un garçon occupé à une course urgente. Quelques instants plus tard, Madame Price Ridley apparut, son chapeau légèrement de travers, serrant un billet plié dans sa main et se déplaçant d'un pas vif et déterminé, comme toujours avant un bouleversement au village. En une demi-heure, l'affaire du billet avait été discutée, développée et transmise de bouche à oreille, avec des embellissements, à presque tous les salons de St. Mary Mead. Lorsque le récit parvint à Miss Marple, porté avec la solennité requise par Miss Wetherby, membre du comité des fleurs de l'église, il avait acquis les caractéristiques suivantes. 1. Une lettre, mystérieuse, est arrivée pour Madame Pritchard. 2. Il était écrit d'une main inconnue et scellé à la cire noire. 3. La veuve, en le lisant, avait pâli, avait prononcé les mots « Je pensais que c'était fini » et s'était aussitôt retirée à l'étage. Miss Wetherby, qui se targuait de délicatesse, assura Miss Marple qu'elle n'avait fait que répéter ce qui était déjà bien connu. Elle confia en outre que la servante de Madame Pritchard, Alice, avait été vue à la porte de la cuisine du presbytère, en train de pleurer comme si elle avait perdu un enfant. De tels pleurs, ajouta Miss Wetherby, ne pouvaient signifier qu'une chose, mais laquelle précisément, elle était incapable de le déterminer. Miss Marple la remercia gentiment et reprit son ouvrage. Le fil de coton glissait rythmiquement entre ses doigts. Blanc sur gris, gris sur blanc, cette petite tache familière apaisait ses pensées. Elle avait vu tant de ces remous perturber la quiétude de la vie villageoise, le moindre murmure de commérage dissimulait souvent une fracture bien plus profonde. Pourtant, elle savait aussi combien le chagrin alimentait les spéculations. Peut-être, pensa-t-elle, la veuve avait-elle simplement reçu le souvenir d'un événement personnel, un vieux conte, un document de famille, voire une dette du cœur. On a tendance à dramatiser ce qui n'est souvent qu'une simple tristesse. Pourtant,
l'idée que j'en avais fini me hantait. Rares sont les choses qui, songea Miss Marple, sont vraiment terminées. À midi, l'atmosphère de St. Mary Mead avait imperceptiblement changé. Dans la rue principale, les conversations dérivaient vers les affaires de la veuve, sous couvert des listes de courses. Au goûter du presbytère, Madame Price Ridley assura solennellement à la femme du curé que certaines choses ne peuvent être dissimulées, quoi qu'on fasse, ce que cette dernière interpréta comme le souhaitait Madame Price Ridley. Même chez le boucher, Madame Hartnell glissa le mot lettre dans une remarque sur des côtelettes d'agneau, provoquant une légère confusion chez M. Etheridge derrière le comptoir. Pendant ce temps, à Widow's Cross même, les stores étaient baissés. En fin d'après-midi, Miss Marple fait sa promenade habituelle, soi-disant pour se maintenir en forme, mais aussi, comme elle se l'avoua sans doute, pour s'informer. Passant devant la croix, elle remarqua discrètement de petits détails, l'absence d'empreintes près de l'allée du jardin malgré les visiteurs du matin, la bouteille de lait non ramassée près de la marche et un léger remuement dans le lierre près du portail, comme si quelqu'un s'y était récemment appuyé plus longtemps que de raison. De l'intérieur de la maison parvint le cliquetis étouffé de la porcelaine et une voix de femme, basse et tendue. Puis le silence. Le ruban noir de la veuve, aperçu par la fenêtre, pendait près d'un miroir immobile et précis, dont le reflet se divisait en deux. Cette symétrie était troublante. « Oh là là !» murmura Miss Marple à voix basse. « Comme c'est curieux !» Ce soir-là, la pluie tomba, légère et persistante, tambourinant à chaque seuil, comme pour mettre à l'épreuve la patience du village. L'histoire avait encore évolué, mêlant désormais une belle fille éloignée, un héritage caché et un visiteur anonyme aperçu, dit-on, près du passage à niveau, après la tombée de la nuit. Rien de tout cela ne surprit Miss Marple. Ce qui l'intriguait, c'était que, sous tout ce décorum, se cachait un simple fil de vérité, dont elle pouvait déjà sentir la texture entre ses doigts. Lorsque, à 9h30, la cloche de l'église sonna une fois de plus et que les réverbères vacillèrent dans l'obscurité humide, le calme de St. Mary Mead sembla retrouvé. Mais tandis que Miss Marple tirait ses rideaux et éteignait la lampe, elle s'arrêta devant la faible lueur provenant de Widow's Cross, une fenêtre solitaire encore éclairée dans la maison de la veuve. Et bien qu'elle n'eût pu dire pourquoi, elle ressentit un premier frisson distinct de pressentiment, comme l'ombre d'un secret se tenant juste au-delà de la lumière de la lampe. La pluie redoubla durant la nuit, douce et persistante, jusqu'à ce que le village tout entier semble respirer dans un silence humide. À Widow's Cross, la seule lumière qui brûlait encore dans la maison de Madame Pritchard s'éteignit enfin, non sans que Miss Marple, de sa fenêtre de l'autre côté du chemin, n'ait aperçu un infime mouvement, une ombre qui se courbait, se redressait et s'éloignait. Ce n'était peut-être qu'un courant d'air qui s'engouffrait dans un rideau, mais ce mouvement la troublait d'une manière qu'elle ne parvenait pas à définir. Le matin arriva terne et luisante, les haies ruisselantes comme de la dentelle fatiguée. À 8h, le premier murmure rompit déjà le calme de la journée. Mademoiselle Hartnell, en allant chercher des œufs chez l'épicier, rapporta que la servante de Madame Pritchard avait été vue quittant la maison à l'aube, son châle serré contre elle, les yeux rouges et gonflés, une valise à la main. À 10h, il était de notoriété publique qu'elle avait fui, paniquée. À midi, Madame Price Ridley ajouta que l'on avait fait venir le gendarme, mais elle ne se souvenait plus par qui. Miss Marple se retrouva à tricoter près du feu, mais son regard se portait davantage sur la fenêtre ruisselante de pluie que sur ses aiguilles. Ce n'était pas qu'elle s'attendait à un malheur, mais elle avait depuis longtemps appris à quel point une matinée paisible pouvait vite s'assombrir. Lorsque l'on frappa enfin à la porte, d'un coup sec, officiel et sans équivoque,
elle fut presque soulagée par son caractère inévitable. L'agent Davis se tenait sur le seuil, ses bottes laissant des traces sombres en forme de croissant sur le paillasson. Jeune et sérieux, il était visiblement mal à l'aise en présence de Miss Marple, conscient peut-être que son autorité avait tendance à s'effriter sous son doux regard bleu. « Excusez-moi, madame », commença-t-il en ôtant sa casquette. « Il y a eu enfin un peu d'agitation à Widow's Cross. Je me suis dit que vous aviez peut-être entendu quelque chose cette nuit. » Miss Marple désigna le salon d'un geste calme et serein. « Entrez donc, monsieur Davis. Vous avez l'air transi de froid. De quelle sorte de tâche parlons-nous » Il s'éclaircit la gorge. « C'est madame Pritchard, madame. » La veuve. Il semblerait qu'elle ne soit pas descendue ce matin. La bonne est partie, et quand la femme du pasteur est passée par simple courtoisie, elle a trouvé la porte fermée à clé. Ils ont dû appeler le médecin pour l'ouvrir. C'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire. « Ah !» murmura Miss Marple en posant son tricot. « Étrange est un mot si pratique, monsieur Davies. Il recouvre tant de degrés de difficultés humaines. » Davies, incertain s'il s'agissait d'approbation ou d'ironie, hocha la tête et baissa les yeux sur sa casquette. « On dit que la dame va bien, mais qu'elle n'est pas dans son état normal. Le médecin parle d'un choc pour l'instant. Mais on a évoqué une chute, ou un malaise, ou pire. » Miss Marple écoutait sans interrompre, son esprit déjà en train de suivre de petites pistes pratiques le lait non ramassé. L'ombre à la fenêtre, la servante disparue. Pris isolément, aucun de ces éléments ne signifiait quoi que ce soit. Ensemble, ils laissaient entendre que quelque chose à Widow's Cross avait déraillé. Lorsque Davis partit, elle prit son manteau, son parapluie et son petit sac à main, soi-disant pour aller au presbytère, mais ses pas se tournèrent, comme par réflexe, vers le chemin. L'air embaumait légèrement la pluie et le lilas, une odeur étrangement douce. Devant le portail du cottage de madame Pritchard, elle s'arrêta. Le vélo du gendarme était maladroitement appuyé contre la haie, ses pneus maculés de boue. Par la porte ouverte parvenait le murmure indistinct de voix anxieuses, guindées et confuses. Madame Price Ridley sortit la première, chuchotant avec véhémence à mademoiselle Hartnell. On dit qu'elle a dû se cogner la tête, contre la cheminée peut-être. Mais avez-vous vu le ruban? Il est toujours attaché au miroir. N'est-ce pas étrange? Mademoiselle Hartnell, dont le goût pour l'étrangeté s'arrêtait précisément là où commençaient ses nerfs, frissonna et porta un mouchoir à ses lèvres. À l'intérieur, le docteur Hayworth, homme prudent et peu bavard, se tenait près de l'escalier. Ses poignets étaient humides, son expression grave. « Elle est vivante », dit-il avant même que Miss Marple n'ait pu poser la question. « De justesse. Une sorte de crise peut-être. Elle a une contusion à la tempe. Une chute peut-être, ajouta-t-il, hésitant. La disparition de la servante complique les choses. » Miss Marple inclina la tête, son regard se posant un instant sur le miroir du couloir étroit. Le ruban noir y était toujours suspendu, sa surface captant la lumière terne. En dessous, de légères traces marquèrent le bois poli, comme si quelqu'un l'avait effleuré d'une main humide. Ces petits détails en disent souvent plus que tous les mots. « J'imagine, » dit-elle doucement, « que madame Pritchard n'est pas tombée par accident, ni tout à fait volontairement. » Le docteur Hayworth fronça les sourcils, ne sachant comment interpréter la remarque. Mais l'attention de Miss Marple s'était déjà portée sur le sol, sur la faible empreinte d'une chaussure près de la porte, plus large et plus épaisse que celle de la servante. La pluie avait noirci le pas, le préservant comme un aveu involontaire. Dehors, le village se rassemblait, empli d'une curiosité contenue. Les rideaux de St. Mary Mead flottaient au rythme des spéculations. Et au-dessus de tout cela, le ruban noir de Widow's Cross frémissait légèrement dans le courant d'air, comme s'il se souvenait de la main qui l'y avait noué.
Miss Marple, observant la scène, ressentit cette intuition discrète et indubitable, non pas une conclusion, mais la première ébauche d'une conclusion. Il y avait du chagrin dans cette maison, certes, mais pas le simple chagrin d'une veuve. Il avait une forme, un poids, et l'écho indubitable de la culpabilité. Et elle sut, avant même que le médecin n'appelle à nouveau son nom, que la paix de St. Mary Mead avait pris fin. Les murmures à Widow's Cross s'étaient intensifiés dans l'après-midi, tels un brouillard persistant. L'agent Davies, mal à l'aise, se tenait sur l'allée du jardin, tentant de dissuader le groupe de badauds d'avancer davantage, tandis que Madame Price Ridley affirmait qu'il était du devoir chrétien de chacun de rester informé. Miss Marple, imperturbable comme toujours, s'attardait près du portail couvert de lierre, observant les expressions changeantes de pitié, de peur, de curiosité, tous ces visages qui apparaissent lorsque la respectabilité vacille. À l'intérieur, le docteur Hayworth s'était rendu à son cabinet, laissant Madame Pritchard à l'étage sous la surveillance superficielle d'une infirmière de Much Benham. La maison exhalait un parfum de roses humides et de thé rassis, une odeur banale qui ne faisait qu'accentuer l'impression que quelque chose clochait. Miss Marple entra discrètement dans le couloir, sa présence tolérée par habitude plutôt que par autorité. Personne ne se souvenait vraiment de la date de son arrivée, seulement qu'elle semblait être chez elle. Sur la console de l'entrée gisaient les restes du courrier du matin. Parmi eux, une enveloppe à moitié froissée, son seau de cire brisé mais le rabat refermé, comme par une main tremblante. L'écriture était oblique, masculine et étrangement irrégulière. À côté, le miroir portait encore son ruban noir, immobile et pourtant d'une étrange éloquence. Le regard de Miss Marple s'attarda sur son reflet, la faible duplication de chaque objet dans l'étroit couloir. 2 parapluies, 2 chaises, 2 ombres. Les apparences, pensait-elle, répétaient si souvent la vérité avec la plus subtile des distorsions. L'agent Davies apparaît à ses côtés, le visage rouge et l'air incertain. « Si vous me le permettez, madame, l'inspecteur arrive de Melchester. Ils voudront recueillir des témoignages. Vous feriez mieux de rentrer avant que la foule ne s'amasse. »« Je ne vous dérangerai pas, monsieur Davies, » répondit-elle en ajustant son chapeau. Toutefois, il serait peut-être utile de savoir où est passée la femme de chambre. On ne peut guère disparaître avec une valise par un temps pareil sans laisser de traces. Il fronça les sourcils. On dit qu'elle est allée chez sa tante à Brenton. Le facteur raconte qu'une jeune femme est montée dans sa voiturette tôt ce matin, mais il a hésité. Il jure qu'elle ne pleurait pas à ce moment-là. Miss Marple hocha légèrement la tête. Le chagrin, comme la pluie, commence souvent après que l'on croit l'orage passé. Elle le laissa perplexe et traversa le chemin jusqu'au jardin du presbytère, où Madame Price Ridley et Mademoiselle Hartnell échangeaient des mots à voix basse et fervente, sous un orme ruisselant. Leurs visages, empreints d'importance, se tournèrent vers elle, à son approche. « Ma chère Miss Marple, » dit Madame Price Ridley d'un ton faussement indigné, « je vous assure que je n'ai jamais rien vu de pareil. Imaginez la pauvre Madame Pritchard agressée chez elle. Bien sûr, on ne peut exclure les conséquences de la culpabilité, du stress, voire de l'alcool. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. En effet, murmura Miss Marple, et pourtant, on peut se demander si, en cas de culpabilité, elle n'incombe pas à un autre. » Mademoiselle Hartnell se hérissa. « Vous ne parlez tout de même pas de la bonne ?» Cette fille avait un regard fuyant. « Je ne fais jamais confiance à une domestique qui a l'air trop effrayée pour parler. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « a-t-elle eu peur de ce qu'elle a vu ?» Le silence qui suivit fut aussi bref que pesant. Madame Price Ridley le rompit d'un reniflement. « Eh bien, le gendarme dit qu'on a trouvé une empreinte de botte près de la marche. Voilà. Tout ça va forcément tourner autour d'une histoire sordide, typiquement londonienne, comme toujours. » Miss Marple les remercia et se détourna, ses pensées moins tournées vers Londres
que vers la géographie locale du mensonge. Ce cercle restreint, où même le plus petit mensonge pouvait se répercuter pendant des années. Sur le chemin du retour, son parapluie tapotant légèrement le trottoir mouillé, elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter, un morceau de tissu sombre accroché au pilier du portail en face de Widow's Cross. La pluie l'avait presque noirci, mais sous ses doigts gantés, il ressemblait à un fin ruban de satin, étroit et effiloché sur un bord. Elle le plia soigneusement dans son mouchoir. De retour à sa chaumière, le feu était doux et la bouilloire en marche. Miss Marple était assise à côté, le morceau de ruban posé sur sa table de couture sous la lumière de la lampe. Il ne provenait certainement pas du chapeau de la veuve. Le tissage était différent, et le bord portait la légère marque d'une épingle ou d'une agrafe. Un accessoire masculin peut-être, ou quelque chose déchiré à la hâte. Elle soupira doucement, un soupir plus pensif que las. Comme c'est curieux, se dit-elle, que tant de gens prétendent n'avoir rien vu alors qu'en réalité, ils semblent tous en avoir vu un peu trop. Dehors, la pluie s'était muée en une fine brume. À travers ses rideaux de dentelle, elle distinguait à peine le faible mouvement d'une lanterne près de la croix de la veuve. Quelqu'un s'attardait encore là, trop tard, trop prudent, trop conscient de ce que la nuit pouvait révéler. Miss Marple se pencha en avant, son tricot intact à côté d'elle. Une vague intuition, à la fois habitude et avertissement, effleura ses pensées comme un courant d'air froid sous une porte close. Ce n'était pas de la peur, à proprement parler. C'était une reconnaissance. Elle savait que certains secrets ne s'estompent pas avec la pluie, ils ne faisaient que s'éclaircir avec le temps. La lueur de la lanterne flottait dans la brume comme un battement de cœur lent et régulier. De la fenêtre de son cottage, Miss Marple observait le petit cercle de lumière s'immobiliser, se déplacer, puis s'immobiliser de nouveau près de la croix de la veuve. Celui ou celle qui la tenait connaissait le sol comme sa poche, car ses pas étaient silencieux sur le chemin humide. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, la lueur disparut. Seul l'écho de son passage subsista, ténu comme le souvenir d'un rêve. Miss Marple se leva, rabattit son châle sur ses épaules et resta un long moment pensive. Elle n'ouvrit pas sa porte, il n'y avait rien à gagner à la poursuivre. Mais le rythme de ses mouvements lui en disait long. Ses intervalles lents et prudents n'étaient pas ceux d'une étrangère cherchant son chemin, ils étaient ceux de quelqu'un s'assurant que personne ne l'observait. Quelqu'un qui rentrait, sans arriver. Au matin, St. Mary Mead avait retrouvé son calme habituel, du moins en apparence. La file d'attente chez le boulanger bruissait de rumeurs, et la femme du pasteur baissait la voix toutes les 3 phrases, comme si le secret était une vertu en soi. Madame Pritchard restait alitée, soignée par l'infirmière Ellis et visitée seulement par le docteur Hayworth, qui commençait à montrer des signes d'épuisement. La bonne, Alice, était toujours portée disparue. La police avait confirmé qu'aucune personne correspondant à sa description n'était arrivée à Brenton ni n'avait pris le train de midi. À la poste, Miss Marple rencontra M. Sims, le guichetier, qui prenait visiblement plaisir à ce qu'il appelait une efficacité officieuse. Il se pencha en avant d'un air confidentiel, baissant la voix. « Étrange, Miss Marple. Une lettre a été postée d'ici hier soir, après la fermeture. Le chauffeur de la camionnette de Melchester jurait qu'elle venait de Widow's Cross. Il a vu le jeune homme du presbytère la déposer à 11h45. Il a dit que c'était urgent. » Miss Marple parut légèrement surprise. « Le jeune garçon du presbytère. À cette heure-ci ? » ?»« Oui, madame. Il a dit qu'il faisait une course pour le docteur Hayworth. Adresse Londres. Du beau papier, avec la tranche bleue. » Il hésite, savourant l'instant. « Mais quand j'en ai parlé au docteur ce matin, il a dit qu'il n'avait rien envoyé. »« Curieux, » murmura Miss Marple. « Curieux, en effet. »
En regagnant la Grand-Rue, la journée s'éclaircit d'une faible lumière trompeuse qui perçait à travers les toits d'ardoise. En contrebas, l'atmosphère du village changea de nouveau, passant de la sympathie à la suspicion. Mademoiselle Hartnell, portant un panier d'oranges, fit remarquer à qui voulait l'entendre que des hommes avaient été aperçus rôdant près du chemin avant l'arrivée des voyageurs. Madame Price Ridley rétorqua que le mari de Madame Pritchard avait laissé une succession complexe, ce qui, selon elle, expliquait tout. Miss Marple les dépassa d'un signe de tête, songeant à la rapidité avec laquelle les certitudes morales se réorganisent au gré des rumeurs. Au coin de la rue, elle se retrouva face à face avec un homme qu'elle ne reconnaissait pas grand, impeccablement vêtu d'un pardessus sombre, le bord de son chapeau dissimulant des yeux gris qu'il observait avec une froideur calculée. Il esquissa une révérence polie. « Pardonnez-moi, madame, » dit-il à voix basse. « Est-ce bien le chemin de la croix de la Veuve ?»« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton aimable, tout en s'attardant sur ses gants de chevreau noir, légèrement humides. « Vous avez dû faire un long voyage, car les routes sont encombrées ce matin. »« Oui, » répondit-il avec un sourire forcé. « J'ai affaire à Madame Pritchard. » Une vieille connaissance. Il y avait dans ses propos quelque chose qui oscillait entre le mensonge et la vérité, quelque chose qui troubla le sens pratique de Miss Marple. Elle désigna le tournant. « Vous trouverez sa chaumière au bout, près des ifs, mais je crains qu'elle ne soit pas en état de converser. »« Ah !» dit-il en marquant une pause. « Alors peut-être devrais-je plutôt appeler le gendarme. » Il toucha de nouveau son chapeau et s'éloigna d'un pas mesuré, assuré et bien trop silencieux pour le gravier épais de la route. Miss Marple le suivit du regard, jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du chemin. En baissant les yeux, elle remarqua une légère trace de boue sur le trottoir où il s'était tenu de l'argile rouge fine, et non la terre sombre de Saint Mary Mead. Un voyageur, peut-être, mais pas du coin. Et l'argile rouge, se souvint-elle, se trouvait surtout près des briqueteries de Melchester, à plusieurs kilomètres de là, non loin de la gare même où l'on n'avait pas vu la servante arriver. Cet après-midi-là, l'inspecteur de Melchester arrive un homme vif nommé Cray, aux manières polies et fatiguées, de celui qui est habitué à l'étonnement rural. Il se rend d'abord au cottage de Miss Marple, ayant entendu parler de sa réputation par Davis. Elle l'accueillit avec du thé et l'écouta patiemment exposer les faits. Le médecin conclut qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le coup était trop délibéré. La serrure de la fenêtre a été forcée. Rien n'a été volé. Il s'agit donc probablement d'une personne qu'elle connaissait. Miss Marple remua son thé. Comme il est gênant que cette connaissance offre si souvent des opportunités. Il laissa échapper un petit rire. « Vous avez raison. Et voilà que cet inconnu débarque, demande à la voir et prétend être un ami de la famille. Vraiment? A-t-il donné son nom? Monsieur Félix Warden. Je suis de Londres. Elle inclina légèrement la tête. Un nom élégant. J'imagine qu'il porte des gants. Cray cligna des yeux. C'est exact, les noirs. Comment est-ce possible? Miss Marple esquissa un sourire en pliant sa serviette. Oh, si seulement les gants noirs dissimulaient si bien une conscience tranquille. Je suis persuadé que vous trouverez la servante avant la nuit, inspecteur. Quant à savoir si elle acceptera de parler, c'est une autre histoire. Son ton était serein, mais ses pensées s'agitaient. Une lettre postée de nuit, un monsieur en gants noirs, un ruban déchiré et dissimulé, tous les fils d'un même motif encore emmêlé. Alors que l'inspecteur se levait pour partir, le regard de Miss Marple se porta une fois de plus sur la fenêtre. Dehors, les ifs de Widow's Cross frissonnaient sous le vent, sombres, majestueux et très anciens. À l'image du village lui-même, ils en avaient trop vu et n'avaient rien oublié. Le vent portait un léger murmure à travers les ifs, comme des chuchotements répétant ce qui ne pouvait encore être dit. Miss Marple, observant depuis sa fenêtre, vit la silhouette de l'inspecteur Cray s'éloigner le long du chemin.
son pardessus plaqué contre le vent. L'après-midi était devenu agité, de ces temps qui troublent même les âmes les plus calmes. Elle sentait le village à l'écoute du bruit des bottes, des rumeurs, du silence. À 4 heures, Widow's Cross était devenu le théâtre d'une occupation discrète. Des policiers circulaient furtivement entre la maison et la route, leur présence plus symbolique que intrusive. Un photographe arriva de Melchester, son vélo laissant 2 traces nettes dans la boue. À l'intérieur, l'infirmière Ellis veillait sur sa patiente avec une efficacité alerte, tandis que le docteur Hayworth restait au salon, ajustant ses lunettes et marmonnant à propos de crises nerveuses, à qui voulait bien l'écouter. Miss Marple se présenta sous le prétexte raisonnable d'apporter un petit bouquet de violettes. Le gendarme posté à la porte, désormais habitué à son autorité bienveillante, lui fit signe de passer d'un hochement de tête déférent. Dans le couloir, l'atmosphère était pesante et légèrement métallique. Le ruban noir était toujours accroché à son support, intact, bien que son ombre sur le mur semblât plus longue, plus sombre, à mesure que le jour déclinait. Le docteur Hayworth l'accueillit avec un soulagement visible. « Ah, Miss Marple, c'est assez éprouvant, je dois l'avouer. L'inspecteur me pose des questions comme si je dissimulais un complot. La pauvre femme est toujours inconsciente, aucune trace de la servante non plus. Vous connaissez Madame Pritchard depuis longtemps ?» demanda-t-elle doucement en déposant les violettes dans un verre. « Pas personnellement. Elle avait soigné son mari une fois pour un problème cardiaque. Il est décédé subitement. Vous vous en souvenez peut-être. Cela a laissé des problèmes financiers. Des avocats de Cheltenham s'en sont mêlés. Elle n'était revenue que depuis 3 mois. Il soupira. Une femme charmante, mais très nerveuse. L'excès de politesse est souvent un symptôme, vous savez. » Miss Marple inclina la tête, percevant la petite justification qui dissimulait l'irritation du docteur. Et la mort de M. Pritchard était inattendue. « Complètement, dit-il, trop vite. Crise soudaine, en plein dîner. Il n'y a rien à faire. » Il y eut un instant de silence. Le regard de Miss Marple s'arrêta sur la cheminée, sur une petite photographie d'un homme en uniforme, au menton carré et au visage impassible. Le cadre était terni, la vitre légèrement fêlée. Elle reporta son attention sur le docteur. Étrange comme le passé refuse de rester rangé, n'est-ce pas? On a beau balayer, il reste toujours un peu de poussière. Il hocha la tête d'un air distrait et alla s'entretenir avec l'infirmière. Lorsque la porte se referma derrière lui, Miss Marple porta son attention sur le bureau près de la fenêtre. Des papiers étaient éparpillés, des enveloppes officielles, des factures impayées, une lettre à moitié écrite d'une délicate écriture féminine. « Mon cher Arthur, j'ai essayé de ne pas penser à cette nuit, mais tu dois voir. » Le reste était barré d'une traînée d'encre, comme si la plume s'était arrêtée en plein aveu. Un léger bruit attira son attention sur une charnière qui grinçait derrière l'escalier. La porte étroite du placard était légèrement entr'ouverte. Elle hésita, puis l'ouvrit davantage. À l'intérieur, soigneusement plié, était suspendu un manteau de voyage sombre. Dans sa poche, ses doigts trouvèrent une petite enveloppe adressée simplement à F.W. Le papier était humide, l'encre baveuse, mais l'écriture était sans équivoque celle de Madame Pritchard. Miss Marple le remplaça avec soin. Elle n'avait aucun doute sur l'identité de F.W. Alors qu'elle retournait dans le hall, l'inspecteur Cray réapparut du salon, une feuille de papier à la main. Le front plissé, il parla d'un ton grave. « Nous venons d'avoir des nouvelles de Londres. La lettre postée hier soir est arrivée à destination ce matin. L'homme qui l'a envoyée, Félix Warden, nie connaître Madame Pritchard. Il affirme ne jamais l'avoir écrit. »« Vraiment ?» dit doucement Miss Marple. « Cela semble tout à fait clair. » Presque récité. Cray l'observa, incertain si elle se moquait ou si elle réfléchissait.
Nous vérifierons son alibi, bien sûr. Mais s'il ne lui a pas écrit, quelqu'un a forcément utilisé son nom. Et l'écriture soignée et régulière sur l'enveloppe ne correspond pas à celle de la veuve. Miss Marple esquissa un sourire. Nous avons donc un auteur sans droit d'auteur et un nom oublié. C'est fort gênant pour les deux parties. Avant que Gray ne puisse répondre, un cri retentit dans la ruelle. L'agent Davies accourut, essoufflé. « Monsieur, la servante, on l'a retrouvée au pont de Brenton. Elle est à moitié noyée, la pauvre, mais vivante. Elle dit avoir essayé de s'enfuir parce qu'elle avait peur. »« Peur de quoi ?» demanda Gray d'un ton sec. Davies semblait incertaine. Elle répétait sans cesse quelque chose à propos du miroir, monsieur. Elle disait que ce n'était pas son visage qu'elle voyait. Un silence pesant et inexplicable s'ensuivit. Le regard de Miss Marple se porta sur le ruban noir et son reflet sur le mur. La faible lueur de la lampe donnait l'impression qu'il s'agissait de deux rubans, l'un légèrement tordu, comme déplacé par une main invisible. « Ah !» dit-elle doucement, presque pour elle-même. « Le miroir encore, comme il est révélateur. » Dehors, la première étoile du soir tremblait au-dessus de l'allée, pâle et vigilante. Dedans, la maison semblait retenir son souffle, attendant ce qui allait surgir ensuite, non pas de l'eau, mais de la vérité. Le crépuscule s'assombrissait d'une pénombre lavande lorsque Miss Marple arriva au pont de Brenton. La rivière en contrebas, paralysée par les pluies récentes, ne laissait filtrer que de faibles lueurs, projetées par les lanternes du gendarme. Un petit groupe s'était rassemblé des fermiers, deux écolières chuchotant derrière leurs gants, et M. Etheridge, le boucher, tous s'efforçant d'apercevoir ce qu'ils auraient mieux fait d'éviter. Deux policiers montèrent la garde sur la rive où la servante, Alice, était assise, enveloppée dans une couverture de laine. Ses cheveux, plaqués sur son visage, lui donnaient l'air d'une enfant apeurée plutôt que d'une fugitive. L'inspecteur Gray se retourna à l'approche de Miss Marple. Son attitude, bien que respectueuse, trahissait la lassitude d'un homme dont la logique avait atteint ses limites. « Bonsoir, Miss Marple. Ce qu'elle dit n'est pas très cohérent. Continuez à parler du miroir. Elle dit avoir couru en voyant quelqu'un d'autre. » Miss Marple s'assit sur un banc en bois tout proche. Le choc peut jouer de drôles de tours à l'esprit, inspecteur. Parfois, il reflète une vérité déguisée en fantaisie. Elle tourna son regard vers la jeune fille, qui tressaillit sous son attention. « Puis-je » Gray hésita, puis hocha la tête. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle parla, était douce et familière, comme si elle s'adressait à un oiseau craintif. « Alice, ma chère, c'est Miss Marple du village. Vous nous avez tous donné du fil à retordre. Maintenant, ne vous inquiétez pas, dites-nous simplement ce qui vous a tant effrayé. » Les lèvres de la jeune fille tremblaient. Je n'avais pas l'intention de la quitter. Je le jure. Elle avait dit que personne ne devait le savoir, pas même le vicaire. Mais quand je suis allé lui chercher de l'eau, je me suis regardé dans le miroir du couloir, et sa voix s'est brisée en un sanglot étouffé. Ce n'était pas moi. Je l'ai vu, debout, juste derrière. Miss Marple attendit, le visage empreint d'une patience bienveillante. Lui. Alice hocha la tête, les yeux écarquillés. Grande, avec des gants noirs. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Puis je l'entendis tomber. Je courus avant qu'il ne revienne. L'inspecteur Gray échangea un regard avec Miss Marple, mi-sceptique, mi-mal à l'aise. Est-ce son imagination ou la culpabilité? Peut-être, dit Miss Marple d'un ton doux, ou peut-être que les miroirs révèlent plus qu'on ne le veut, surtout lorsque le mensonge est trop proche. Alice enfouit son visage dans sa couverture. « Il m'a dit de ne pas l'envoyer, » murmura-t-elle. « Il a dit que tout recommencerait si je le faisais. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. « La lettre ?» La jeune fille hocha la tête une fois, de façon convulsive.
Elle avait écrit toute la semaine. Elle disait avoir maintenant la preuve que l'accident de son mari n'en était pas un du tout. Cray fronça les sourcils. « Et elle vous a dit ça ?»« Seulement une partie, » répondit la jeune fille d'une voix faible. Elle a dit qu'il avait menti à propos de l'argent. À propos du testament, je devais brûler les vieux papiers après qu'elle ait posté la lettre, mais je ne les ai pas trouvés. Ils n'étaient pas là où elle les rangeait. Miss Marple se laissa aller en arrière, les mains jointes, plongée dans ses pensées. Le motif se resserre, ses contours demeurent flous. Avez-vous déjà vu quelqu'un lui rendre visite la nuit, Alice? Peut-être près du portail. La jeune fille a hésité. Une fois, la semaine dernière. Un homme en manteau sombre. Elle lui a donné quelque chose de petit, je crois. Je pensais que c'était pour les avocats. Cray se redressa. Quel genre d'homme? Avec élégance, murmura-t-elle. Comme s'il était de Londres. L'esprit de Miss Marple, ordonné comme une broderie, commença à relier les éléments qu'elle savait la lettre postée après les heures d'ouverture, le monsieur aux gants noirs, la terreur soudaine de la veuve et la phrase « Je croyais que c'était fini ». Les schémas du mensonge se formaient rarement par hasard, ils répétaient des schémas anciens. Un vent froid se leva de la rivière. Alice frissonna violemment et Miss Marple resserra son châle. « Emmenez-la au chaud, inspecteur. Elle a déjà assez vu d'obscurité ce soir. » Tandis que Cray donnait des ordres à voix basse à ses hommes, Miss Marple tourna son regard vers l'eau. Le courant tirait légèrement sur les roseaux, où un lambeau de tissu noir, déchiré, était accroché à un autre ruban, ou peut-être au même, dérivant de l'endroit où il avait été épinglé. Son reflet vacillait à la surface, dédoublé et déformé, comme une vérité perçue à travers la peur. « Étrange » murmura T.L. presque distraitement, comme une même couleur peut signifier le deuil sous un angle et la dissimulation sous un autre. Cray la rejointe près de la barrière. « Vous croyez que Félix Warden était là ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « que M. Warden est à la fois plus et moins réel qu'il n'y paraît. On lui a emprunté son nom, comme on emprunte l'ombre d'un autre. » Il fronça les sourcils. « Alors, à qui écrivait-elle ?»« Cela dépend, inspecteur, si elle avait l'intention de révéler un crime ou d'en avouer un. » Les lanternes du gendarme s'éteignaient une à une, jusqu'à ce que le pont ne soit plus qu'une ombre baignée de clair de lune. Les pensées de Miss Marple se tournèrent vers l'intérieur, silencieuses comme les ondulations sous ses pieds. Elle sentait la présence du mensonge tout près, poli, calculé, et si typiquement anglais, comme un sourire dissimulant une ecchymose. Alors qu'elle se levait pour partir, un faible écho parvint du bord de l'eau, un policier signalait un objet accroché près des pierres. Une agrafe métallique, ternie par la rouille, était fixée à un morceau de soie déchiré. Miss Marple s'arrêta, les yeux légèrement plissés. C'était le genre de fermoir qu'on utilise pour attacher un ruban ou pour fermer le col d'un homme. L'inspecteur Cray se pencha sur la trouvaille du constable, tournant le fermoir métallique terne entre ses doigts. « Vieux », murmura-t-il, « mais pas antique. Ça pourrait être celui d'une femme, ça pourrait être celui d'un homme. » Difficile à dire. Miss Marple inclina simplement la tête, observant comment le clair de lune se reflétait sur le bord. À ses yeux, cela ressemblait à une attache de cravate de gentleman ou à une imitation, conçue par quelqu'un soucieux de paraître respectable. L'eau clapotait doucement contre les pierres, étouffant les derniers murmures de la nuit. Cray empocha le fermoir, lançant quelques derniers ordres avant que le groupe ne se disperse. Miss Marple reprend le chemin du village, sa silhouette menue bien droite, ses pensées organisées avec calme. Chaque pas sur le chemin semblait faire ressurgir un souvenir de la main tremblante de la veuve, la lettre non postée, le double reflet du miroir. Ce n'étaient pas encore des réponses, mais elles convergent, comme des fils tirés vers un nœud unique. Lorsqu'elle atteignit le portail du presbytère,
des lampes brillaient encore faiblement derrière les rideaux. Il était dans les habitudes du révérend Clément d'attendre ses paroissiens, et tout aussi caractéristique de son épouse de ne manquer aucune occasion d'obtenir des informations. Lorsque Miss Marple frappa doucement à la porte, c'est Madame Clément qui ouvrit, un châle sur les épaules, les yeux pétillants de sympathie et de curiosité. « Ma chère Miss Marple, entrez donc, nous sommes complètement désemparés. Cette pauvre créature, trouvée près du pont, et l'inspecteur qui tourne en rond comme un orage. Vous devez tout nous raconter. » Miss Marple esquissa un petit sourire d'excuse. « Il n'y a pas grand-chose à dire, ma chère. Seulement que la vérité se comporte comme un reflet, on ne voit que ce que la lumière permet. » Le vicaire, levant les yeux de ses papiers, laissa échapper un petit rire las. « Un sermon en soi, ça. Asseyez-vous, Miss Marple. Une tasse de chocolat chaud. » « Merci beaucoup, » dit-elle en s'asseyant sur la chaise près du feu. « Je voulais en fait vous demander des nouvelles de votre coursier. Il me semble qu'il a livré une lettre hier soir, assez tard. » La main de Madame Clément s'est figée à mi-chemin de la théière. « Ah oui, le jeune Peter. Il a dit qu'il aidait le docteur Hayworth, le pauvre. On n'y a pas prêté attention. C'est un bon garçon. » Le ton de Miss Marple reste doux. « Et vous êtes certain que c'est le médecin qui lui a remis la lettre ?» Le vicaire fronça les sourcils. « C'est ce qu'il a dit. Mais le médecin le nie. Je le crois. Ce qui soulève la question de savoir de qui provenait réellement la lettre. » Un instant, seul le bruit de la bouilloire rompit le silence. Puis, Madame Clément baissa la voix. « Vous ne pensez pas à la veuve elle-même, mais elle n'aurait certainement pas pu envoyer un message à cette heure-ci. Elle était malade. »« Tout à fait, » répondit Miss Marple. « Pourtant, quelqu'un souhaitait que cette lettre disparaisse avant l'aube. Et le choix du messager était suffisamment astucieux et innocent pour passer inaperçu. » Le révérend Clément retira ses lunettes, les frottant d'un air pensif. « Pardonnez-moi. Mais cela commence à ressembler à quelque chose de plus grave qu'une simple rumeur de village. Vous croyez donc que son malaise a été orchestré ?» Miss Marple soutint son regard avec douceur. Je crois qu'elle avait commencé à se voir trop clairement dans le miroir, et quelqu'un préférait que le miroir reste opaque. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. L'agent Davis se tenait là, trempé et visiblement mal à l'aise. « Pardonnez-moi, monsieur le vicaire, l'inspecteur Miss Marple m'a envoyé recueillir une déposition. Mais il y a autre chose. Nous avons examiné les dossiers du docteur Hayworth. Il semblerait qu'il ait rendu visite à feu monsieur Pritchard à plusieurs reprises, plus souvent qu'il ne l'avait admis initialement, notamment la semaine de son décès. » Madame Clément a poussé un cri d'effroi. « Vous ne parlez pas du médecin ?» Davis rougit. « Personne ne dit cela, madame, seulement que le médicament qu'il a prescrit a disparu de son stock. » Miss Marple se leva lentement, le visage grave mais sans surprise. « Il y a toujours une certaine intimité entre le médecin et son patient, » murmura-t-elle. « Et entre le médecin et la veuve, peut-être plus qu'il n'est convenable pour l'un comme pour l'autre. » Le vicaire semblait peiné. « Sûrement pas Hayworth. Il est ennuyeux à mourir. Même les hommes les plus obtus, dit doucement Miss Marple, peuvent agir de façon impulsive lorsque les sentiments deviennent gênants, ou lorsque la loyauté exige le silence. » Le gendarme se redressa, mal à l'aise. « L'inspecteur est allé le chercher pour l'interroger, madame. Je pensais qu'il valait mieux vous le savoir. » Quand il est parti, le vicaire soupira. « Je suppose qu'au final, tout est question de tentation. On l'habille de morale, mais ça reste toujours la même histoire. » Miss Marple contemplait la lueur vacillante du feu. « La tentation se cache souvent sous des airs respectables, monsieur Clément. Dans ce village, il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver les deux. » Madame Clément versa le chocolat chaud, les mains légèrement tremblantes. Quelle chose terrible de penser que quelqu'un parmi nous soit capable d'une telle tromperie. Miss Marple accepta sa tasse, le regard absent.
Le mensonge commence par de petites omissions, une lettre non écrite, un ruban égaré, un reflet ignoré. Puis il grandit, silencieusement, jusqu'à oublier à quoi ressemblait la vérité. L'horloge sur la cheminée sonna 9 heures. Derrière les rideaux, la pluie reprend, régulière et persistante. Miss Marple termina son chocolat chaud, se rosit et les remercia chaleureusement. Arrivée à la porte, elle s'arrêta, le regard attiré par le petit bureau du vicaire de l'autre côté du couloir, dont la fenêtre brillait faiblement. Sur le bureau, elle aperçut une forme familière, un ruban noir plié, noué autour d'une liasse de lettres. Son souffle se coupa, non pas sous le choc, mais en reconnaissant la symétrie du destin se répétant dans un cadre modeste. Elle se retourna vers Madame Clément avec son calme habituel. « Je rendrai visite à l'infirmière Ellis demain », dit-elle d'un ton léger. « Il faut prendre soin des vivants et de la vérité tant qu'il est encore possible de les sauver. » Le matin se leva froid et précis. Une pâle lumière tranchant les toits, comme une lame. Miss Marple, marchant vers Widow's Cross, sentit l'air se figer, comme si le village lui retenait son souffle. Le gendarme posté à la porte leva son chapeau en signe de salut discret. À l'intérieur de la maison, un silence s'était installé. Non pas le silence habituel de la maladie, mais le silence tendu de l'attente. L'infirmière Ellis l'accueillit dans le couloir. Femme soignée et anguleuse, elle avait l'air de quelqu'un qui en avait trop vu pour confondre souffrance et tragédie. « Bonjour, Miss Marple », dit-elle d'un ton vif, bien que ses yeux trahissent par la fatigue. « Madame Pritchard est réveillée, mais elle ne devrait pas trop parler. L'inspecteur Cray est déjà parti. Le docteur Hayworth est sous surveillance au commissariat. Toute une affaire. » « En effet, » murmura Miss Marple, « on ne peut jamais vraiment prévoir comment le cœur humain réagira sous la pression. Puis-je la voir ?» L'infirmière Ellis hésita, puis acquiesça. 5 minutes, sans agitation. La chambre exhalait une légère odeur d'eau de lavande et de pétrole brûlé. Madame Pritchard, calée contre ses oreillers, avait le visage si pâle que le ruban noir de sa chemise de nuit semblait presque indécent. Elle ouvrit les yeux au bruit des pas de Miss Marple. La reconnaissance la submergea, une douleur faible mais bien réelle. « Ils disent que je suis tombée », murmura-t-elle. « Mais je me souviens du bruit. Pas d'une chute, d'un craquement. » Miss Marple rapprocha une chaise. « Il vaut mieux ne pas trop réfléchir pour l'instant, ma chère. La vérité attend toujours. Il n'est pas nécessaire de la poursuivre. » Mais Madame Pritchard secoua légèrement la tête. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas pour moi. C'était pour m'effrayer, pour m'empêcher d'écrire à nouveau. » Les mains de Miss Marple reposent doucement sur la couverture. À qui écrivait-elle? Le regard de la veuve se porta sur le miroir de l'autre côté de la pièce, ce même miroir étroit orné d'un ruban noir dans un coin. Le reflet enserra les deux femmes dans son cadre, amplifiant leur silence. « Les papiers d'Arthur, » dit-elle enfin. « Il n'est pas mort comme ils l'ont dit. Il a laissé quelque chose. Quelqu'un. J'ai essayé de le dire aux avocats, mais ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve. Puis il est venu, l'homme aux gants. » Ses lèvres tremblaient. « Félix Warden. Du moins, c'est ce qu'il disait. Il ressemblait tellement à mon jeune mari que j'en avais le souffle coupé. La même façon de parler, les mêmes manières. Sa voix s'est affaiblie. J'ai cru qu'elle devenait folle, mais il savait des choses qu'aucun étranger ne pouvait savoir. » Miss Marple écoutait sans interruption, son esprit oscillant sur le fil délicat entre compassion et déduction. « Et la lettre? Je l'ai écrite à son frère, » murmura la veuve. « Celui avec qui Arthur s'était disputé, Félix. Mais l'homme qui est venu n'était pas Félix. Pas vraiment. Il m'a appelé Lavinia, et seul Arthur m'appelait ainsi. » Un léger bruissement attira l'attention de Miss Marple. L'infirmière Ellis ajustait les rideaux derrière elle.
Son expression était impassible, mais la lenteur mesurée de ses gestes parut à Miss Marple excessivement prudente, trop délibérée. « Vous la fatiguez », dit fermement l'infirmière Ellis. « Ce sera tout ?» Miss Marple se leva, esquissant son sourire doux et contrit. « Tout à fait, infirmière. Je vous laisse. Madame Pritchard a besoin de se reposer. Elle est plus proche de la mémoire qu'elle ne le croit. » Dans le couloir, Miss Marple s'arrêta près du miroir. Le ruban y était toujours accroché, intact, mais une légère trace grise marquait le cadre non pas de la poussière, mais de la poudre. De la poudre pour le visage, très fine, comme celle qu'utilisaient les infirmières qui passaient de longues heures sous une lumière crue. Sans un mot, elle se contenta d'ajuster ses gants et descendit l'escalier. L'inspecteur Cray l'attendait à la porte, se massant les tempes. J'ai interrogé Hayworth. Il affirme que les médicaments manquants ont été rendus la semaine dernière et qu'il a détruit le surplus. Mais les comptes ne concordent pas. Les médecins, dit Miss Marple d'un ton neutre, sont souvent meilleurs pour soigner les corps que pour se souvenir des détails. Il laissa échapper un rire sans joie. Il est effrayé, si cela a une quelconque importance. Il jure qu'il a seulement essayé de réconforter la veuve. Quant aux visiteurs, aucune trace de ce gardien. Londres affirme qu'il n'a pas quitté son bureau depuis des mois. Alors quelqu'un utilise son nom comme déguisement, dit-elle doucement. Un déguisement astucieux, respectable, plausible, sans prétention. Le genre le plus efficace. Cray soupira. Tu crois que l'infirmière en sait plus qu'elle ne le dit ? Je crois, répondit Miss Marple, que l'infirmière ne comprend que trop bien la fragilité humaine. Elle a l'habitude de garder des secrets que d'autres paieraient cher pour dissimuler. Une clochette tinta faiblement à l'étage. C'était encore l'infirmière Ellis, d'une précision d'horlogerie. Le son persista comme un avertissement. Miss Marple se tourna vers la porte. Quand la culpabilité se dissimule derrière le devoir, inspecteur, elle devient impénétrable, comme si le silence était une vertu. Il la regarda partir, mal à l'aise, mais intrigué. Dehors, les nuages étaient bas et sombres, l'air lourd de l'odeur de la pluie imminente. Miss Marple marcha lentement vers le presbytère, ses pensées revenant sans cesse au ruban, au miroir et à ce reflet qui ne correspondait jamais à la réalité. Quelque part, parmi ces illusions se cachait la vérité, prête à se révéler, d'une politesse exquise. Alors qu'elle atteignait le portail du jardin, une calèche passa sur la route de Melchester. À l'intérieur, une femme gantée, droite, avec une petite valise à ses pieds, se tenait dans une posture indistincte mais familière. Miss Marple hésita un instant. L'infirmière Ellis, semblait-il, voyageait plus tôt que prévu. Le bruit de la calèche s'estompa au loin, ne laissant subsister que le bourdonnement régulier des abeilles dans les haies et le léger clic du loquet du portail de Miss Marple lorsqu'elle entre dans son cottage. Elle posa ses gants sur la table et s'assit près de la fenêtre d'où l'on apercevait toujours Widow's Cross, immobile, immuable et pourtant d'une vigilance discrète. Derrière ces apparences figées, le mensonge continuait de planer. Elle ne fut pas surprise lorsque, à peine 20 minutes plus tard, l'inspecteur Cray se présenta à sa porte, son manteau encore humide des dernières gouttes de la bruine matinale. « Elle est partie », dit-il sèchement. L'infirmière Ellis a quitté la maison sans autorisation. Elle a pris la diligence de 20h30 pour Melchester, d'après le cocher. Nous avons envoyé un télégramme. Miss Marple versa le thé comme si elle s'y attendait précisément. Elle n'a laissé aucun message ? Rien. Elle a seulement dit avoir été rappelée par son agence. Ils ont confirmé qu'aucun rappel n'avait été effectué. Il accepta la tasse de thé qu'elle lui tendait, ses doigts effleurant le bord. Si elle est innocente, elle est bien naïve. Si elle est coupable, eh bien, c'est trop bien fait. On disparaît rarement aussi facilement sans complice.
Miss Marple remuait son thé, le visage impassible. Une disparition bien rangée, inspecteur, se prépare généralement bien avant d'être exécutée. Je me demande qui a fourni les ingrédients. Cray fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle avait un complice? C'est possible, ou peut-être simplement quelqu'un qui la trouvait pratique. Il se laissa aller en arrière, l'observant avec un mélange de frustration et d'admiration. Tu parles du crime comme s'il s'agissait de jardinage. C'est à peu près la même chose en réalité, répondit Miss Marple. Les racines sont toujours plus profondes qu'on ne le croit, et la floraison, si l'on peut dire, n'est jamais accidentelle. L'horloge sonna 10 heures. Dehors parvient le léger murmure du facteur faisant sa tournée. L'attention de Miss Marple se porta sur la fenêtre au moment précis où l'homme glissa une enveloppe dans la fente à lettres. Cray, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, la récupéra et s'arrêta un instant. L'écriture était élégante, légèrement inclinée, indubitablement féminine. Elle n'était pas adressée à Miss Marple, mais à l'inspecteur Cray, à l'adresse de Miss Marple. Il l'ouvrit en le déchirant, les yeux plissés tandis qu'il lisait à voix haute. Si vous souhaitez comprendre ce qui s'est réellement passé à Widow's Cross, rendez-vous à la bibliothèque du Hall avant la tombée de la nuit. N'amenez personne. La vérité préfère la solitude. Il n'y avait pas de signature, seulement un petit ruban noir plié à l'intérieur de l'enveloppe. « Eh bien, dit-il d'un ton sombre, c'est soit un piège, soit un aveu. Peut-être les deux, dit Miss Marple d'une voix calme. Le manoir, dites-vous. Je crois qu'il appartenait autrefois à la famille de M. Pritchard. Oui. Vendu après la guerre. Il n'y a plus que le gardien, alors nous ne devons pas le faire attendre, n'est-ce pas? Le manoir se dressait à 1 kilomètre du village, vestige d'une grandeur passée, ses fenêtres voilées de lierre et ses cheminées crachant de la fumée comme pour survivre à contre-cœur. La grande bibliothèque, lorsque Cray et Miss Marple y entrèrent, exhalait une odeur de poussière et de vieux parchemins. Une seule lampe brûlait, projetant de longues ombres inquiétantes sur les étagères. Au bureau, sous ce halo de lumière, était assise l'infirmière Ellis. Son visage était pâle mais serein, ses mains sagement posées sur ses genoux. « Tu es venu, dit-elle doucement. Je me doutais bien que tu viendrais. » Cray s'avança d'un ton sec. « Vous avez empiré les choses, mademoiselle Ellis. Fuir n'est jamais bien vu dans un rapport. » Je ne courais pas. Son regard se tourna vers Miss Marple. J'allais chercher ce qu'elle avait caché. Elle désigna le bureau. Là, enveloppé dans du lin, se trouvait un petit étui en cuir usé, légèrement taché par le temps. Le regard de Miss Marple s'y porte avec un intérêt discret. « Celui de Madame Pritchard ?»« Oui, » dit l'infirmière. « Elle m'a demandé de le garder précieusement au cas où il arriverait quelque chose. À l'intérieur, il y a des lettres de son mari et d'un autre homme. Vous verrez par vous-même. » Cray saisit le loquet. Il s'ouvrit facilement. À l'intérieur, plusieurs pages pliées, l'encre délavée mais encore lisible. Il parcourut la première du regard et jura entre ses dents. C'étaient des lettres d'amour de Hayworth, adressées à elle du vivant de son mari. L'infirmière laisse éclater son sang-froid. Il avait promis d'en finir quand Arthur tomberait malade. Mais il ne l'avait pas fait. Elle était terrifiée à l'idée que la vérité le ruine. Lui, le respectable médecin, le parfait gentleman. Lorsqu'elle découvrit les vieilles lettres, elle déclara avoir enfin la preuve qu'Arthur n'était pas mort de vieillesse. Elle pensa que Hayworth avait peut-être précipité les choses par pitié ou par impatience. La voix de Miss Marple résonna doucement dans l'air chargé d'émotion. « Et vous, ma chère, y avez-vous cru ?» Je ne savais plus quoi croire. Je savais seulement qu'elle comptait poster sa lettre à son frère, tout lui avouer. Je l'avais prévenu que cela anéantit ce qui restait de sa réputation. Puis cet homme, qui se faisait appeler Félix Warden, est arrivé, et depuis, elle a peur de son ombre. Le visage de Cray se durcit. «
Alors tu l'as fait taire. L'infirmière se leva, les yeux flamboyants. Non. J'essayais de lui prendre le biberon. Elle tomba. Sa voix trembla. Je paniquai. Je partis avant le retour de la femme de chambre. Un silence s'ensuivit, de ceux qui mettent à l'épreuve la solidité d'une vérité. Miss Marple s'approcha du miroir fissuré, terni par la poussière, accroché au-dessus de la cheminée. Elle souleva le ruban noir qui entourait son cadre. « Vous avez essayé ça, n'est-ce pas ?» L'infirmière déglutit. Elle m'y oblige. Elle dit vouloir voir les choses clairement à nouveau. C'était une superstition, un charme, expliqua-t-elle, pour révéler ce qui était caché. Les doigts de Miss Marple effleurèrent le ruban. En effet, les miroirs peuvent révéler ce que l'on évite, même le reflet de la culpabilité. À ce moment-là, un faible bruit parvient du couloir, le grincement d'une porte et l'écho d'un pas. Cray se retourna, mais l'embrasure de la porte était vide, hormis le souffle d'un courant d'air. Miss Marple se tourna vers l'infirmière, le regard pensif. « La vérité, dit-elle doucement, arrive rarement seule. Elle a tendance à arriver par deux. » Et du couloir, deux autres pas commencèrent à s'approcher. Les pas ralentirent devant la porte de la bibliothèque, lents et posés. L'inspecteur Cray fit signe de se taire, la main suspendue près de son revolver de poche. L'infirmière Ellis restait immobile, le souffle court. Miss Marple, sereine comme une figure de tableau, gardait les yeux fixés sur l'ombre qui s'étirait sous le seuil, grande, distincte et indubitablement masculine. On frappa doucement à la porte, une fois, puis une autre. Cray ouvrit brusquement la porte. Le docteur Hayworth se tenait là, chapeau à la main. « Ah !» dit-il d'un ton doux, comme s'il entrait dans la chambre d'un patient. « Je me doutais bien que je vous trouverais ici, inspecteur. Et vous aussi, Miss Marple. Je suppose que ma réputation s'est répandue plus vite que mes explications. » Le visage de Cray se durcit. « Vous avez un drôle de sens du timing, docteur. Pourriez-vous nous dire ce qui vous amène dans un manoir désert au crépuscule ?» Le regard des Hayworth se porta sur l'infirmière. « Pour éviter une autre erreur, » dit-il simplement. « Je savais qu'elle viendrait ici. Madame Pritchard lui faisait plus confiance qu'à quiconque, peut-être même trop. » La voix de l'infirmière était glaciale. « Vous croyez pouvoir encore me donner des ordres, après ce que vous avez fait ? Je suis venu te protéger, » répondit-il d'un ton neutre, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. « Et pour éviter que la situation ne dégénère, tu n'aurais pas dû prendre ces lettres. » Cray s'interposa. « Assez d'énigmes, vous pouvez tous deux expliquer dans l'ordre. Miss Marple. » Mais Miss Marple leva la main. « Si je peux me permettre, inspecteur, une série d'écoutes s'avère souvent plus utile qu'une série de paroles. » Son calme les désarma tous deux. Elle désigna la cheminée d'un geste. « Docteur, je vous en prie, commencez. » Hayworth expira. Arthur Pritchard était mon patient et mon ami. Lorsqu'il apprit l'infidélité de sa femme, il se confia à moi. Je lui conseille de pardonner, mais je lui administrai aussi un fortifiant inoffensif, du moins le croyais-je. Il réagit mal, subitement. J'ai signé moi-même le certificat. C'était plus simple que de répondre aux questions. Les mots pèsent lourd, mais Miss Marple y décèle un vide. Et après, elle était brisée, poursuivit Hayworth. Je venais la voir pour m'assurer qu'elle mangeait et qu'elle dormait. C'était d'une innocence désarmante. Mais elle croyait au symbole, voyez-vous. Elle disait que le ruban noir retiendrait le passé. Je suppose qu'elle parlait de sa culpabilité. Le rire de l'infirmière Ellis était bas et strident. Elle parlait de vous, docteur. Vous étiez le passé qu'elle tentait de refouler. Elle me l'a dit la nuit de sa chute. Hayworth a perdu son sang-froid pour la première fois. C'est faux. La patience de Cray s'est épuisée. Vous admettez tous les deux avoir été dans cette maison la nuit de son agression. Elle n'a pas été agressée.
a rapidement précisé Hayworth. Elle a glissé. Je l'ai trouvée inconsciente et j'ai appelé l'infirmière. C'est un mensonge, s'écria Ellis. Il m'a dit de dire qu'elle s'était évanouie. Il a dit que la vérité nous perdrait tous les deux. Miss Marple observait la scène, telle une jurée silencieuse. Elle savait que la vérité émergeait rarement des cris. Elle s'attachait plutôt aux signes les plus subtils, la main tremblante du médecin, l'attitude défiante de l'infirmière, le léger tremblement du reflet dans le miroir, là où la lumière de la lampe vacillait. « Ce qui est curieux, dit-elle doucement, c'est que chacun de vous ne raconte que la moitié de la même histoire. Madame Pritchard avait peut-être découvert que la mort de son mari n'était pas naturelle, mais elle craignait aussi l'homme venu l'avertir. Et cet homme, quel qu'il fût, ressemblait étrangement à quelqu'un qu'elle avait aimé autrefois. Cray se tourna brusquement vers elle. « Vous ne parlez pas de Hayworth ?» Miss Marple esquissa un sourire. « Je veux dire, inspecteur, le chagrin joue de drôles de tours à la vue. » La veuve voyait le fantôme de son mari dans l'homme qui lui confiait ses secrets. Peut-être, l'espace d'un instant, ne parvenait-elle plus à distinguer où s'arrêtait l'amour et où commençait la culpabilité. Le visage de Hayworth était livide. « Elle a cru que j'étais Arthur, » dit-il, incrédule. « Mon Dieu !» Elle. L'infirmière intervint, la voix tremblante. « Elle vous a appelé par son nom. Vous ne l'avez pas nié. Vous l'avez laissé croire. » Son silence lui parut éloquent. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle reprit, n'était plus qu'un souffle. Et c'est pourquoi elle vous craignait. Ou peut-être craignait-elle ce que vous lui aviez rappelé. Lorsqu'elle voulut saisir le ruban du miroir, vous tenta de l'en empêcher. Elle tomba. La panique transforme même les plus courageux en lâches. Cray s'avança, mais elle leva de nouveau la main. « Non, l'inspecteur, pas encore. Je pense que le miroir nous dira si le remords l'emporte sur l'intention. » Elle s'approcha de la cheminée. Le verre brisé reflétait les trois silhouettes, la pâleur du docteur, la mâchoire serrée de l'infirmière et le calme imperturbable de Miss Marple entre eux. Le ruban pendait encore du cadre, son noir luisant faiblement. Avec une délicatesse calculée, elle le dénoua et le déposa sur le bureau. « Voilà, » dit-elle. « Maintenant, nous pouvons tous y voir clair. » La pièce semble s'assombrir, le silence lourd comme du velours. Hayworth porta une main à son front. Cela n'aurait jamais dû arriver. Elle sombrait dans le délire. Je voulais seulement la calmer. « La vérité, » murmura Miss Marple, « se tait rarement lorsqu'on essaie de l'étouffer. » Dans le couloir, l'horloge sonna 7 heures. Son carillon résonna dans la maison comme un lent verdict. Cray se tourna d'un air sombre vers le docteur. « Vous venez avec moi. » Mais le regard de Miss Marple ne s'attarda pas sur le coupable, mais sur le reflet de l'infirmière, dont l'expression était étrangement calme, presque sereine. Et dans ce silence, elle sentit qu'il manquait encore une confession. Le silence qui suivit la dernière sonnerie de l'horloge s'éternisa, presque palpable. L'inspecteur Cray, toujours agrippé à l'épaule du médecin, hésita, comme s'il pressentait que quelque chose n'était pas encore résolu. L'expression de l'infirmière, encadrée par le miroir brisé, affichait le calme étrange de quelqu'un qui venait de cesser de feindre. Miss Marple observa son reflet plutôt que son visage. Elle avait toujours constaté que la vérité, acculée, se dissimulait le plus clairement dans les miroirs. Inutile d'avoir l'air si solennel. « Inspecteur », dit soudain l'infirmière Ellis d'un ton étrangement calme. « Vous avez attrapé ce que vous étiez venu chercher. Les aveux du médecin arrangent tout le monde. Tout est arrangé. » Cray fronça les sourcils. « On dirait que vous désapprouvez. »« Je désapprouve le gaspillage, » répondit-elle, le regard inébranlable. « Et la mort de Madame Pritchard, si tant est qu'on puisse parler de mort, fut un véritable gâchis. » Le docteur Hayworth se tourna vers elle, le visage rouge de colère. « Vous voulez dire,
Je veux dire, l'interrompit elle, qu'elle était déjà en train de mourir. Non pas à cause d'un remède miracle ou d'une chute, mais d'un chagrin qui n'avait plus d'issue. Tu aurais dû la laisser tranquille, au lieu de remuer le couteau dans la plaie comme une dent douloureuse. Son ton était maîtrisé, mais il y avait là une tension continue qui fit légèrement incliner la tête à Miss Marple. Et vous, ma chère, étiez la seule personne assez proche pour le savoir. Le regard de l'infirmière se porta sur elle. J'essayais de la protéger. « De qui ?» demanda doucement Miss Marple. « Du docteur, d'elle-même, ou de la lettre qui aurait ruiné votre propre position ici ?» La question planait entre elles, légère comme la poussière, mais lourde de sens. Cray les regarda tour à tour, la confusion laissant place à une suspicion naissante. « Vous insinuez qu'elle avait des raisons de vous craindre ?» L'infirmière Ellis laissa échapper un rire étouffé, peu convaincant. « J'étais son infirmière, pas sa geôlière. »« Exactement, » dit Miss Marple en s'approchant de la cheminée. « Et qui de mieux qu'une infirmière pour administrer un sédatif suffisamment puissant pour rendre la chute inévitable ? Un sédatif emprunté aux réserves du docteur Hayworth, peut-être en quantité si faible qu'il passerait inaperçu, mais suffisamment fort pour faire taire la voix de la conscience. » Hayworth la regarda, incrédule. « Toi, tu m'as volé ? J'ai emprunté ?» dit l'infirmière en se tournant vers lui avec une fureur contenue. « Pour la calmer, pour qu'elle arrête de parler de lettres, de fantômes et d'hommes qui ressemblaient à son mari. Vous l'avez laissé croire qu'elle était folle, docteur. Je n'ai fait que le confirmer. » Le regard de Miss Marple ne faiblit pas. « Vous l'avez trop bien confirmé, je le crains. » Lorsqu'elle voulut saisir le ruban, son symbole de contrôle, elle vit son reflet nager. C'était l'effet du sédatif, non la peur. Et dans ce flou, elle tomba. L'infirmière se raidit. « Alors, ce fut la miséricorde, » dit-elle d'un ton neutre. « Mieux vaut une tragédie édulcorée qu'un scandale sans fin. » La voix de Cray s'éleva, rauque et incrédule. « Vous appelez ça de la miséricorde ?» Elle mourait déjà de honte, dit Ellis, presque suppliante. La lettre serait arrivée à Londres, puis dans les journaux. Il l'aurait salie. Je voulais seulement la préserver. Miss Marple s'approcha d'elle, chaque pas silencieux et délibéré. « Il y a une forme de silence particulier, » dit-elle doucement, « que personne n'a le droit d'imposer à autrui. Vous pensiez la sauver, mais en réalité, vous sauviez le monde de son histoire. » L'infirmière perdit son sang-froid. Elle porta un mouchoir à sa bouche en murmurant qu'elle avait dit qu'elle me pardonnait avant de tomber. Elle a dit « C'est fini maintenant ». Le regard de Miss Marple s'adoucit, non par pitié, mais par une compréhension empreinte de tristesse. Oui, je l'imagine. Dans la détresse, on pardonne souvent l'impardonnable. Mais le pardon n'efface pas le mal. L'inspecteur Cray, retrouvant sa voix, s'avança. « Vous venez avec nous, mademoiselle Ellis. » L'infirmière resta un instant immobile. Puis, avec la même efficacité qui avait caractérisé toute sa vie, elle ajusta ses poignets et hocha la tête. « Vous trouverez le flacon dans ma sacoche, » dit-elle simplement. « Vous n'aurez pas à chercher longtemps. » Elle s'arrêta un instant devant le miroir en passant. Étrange, n'est-ce pas? On peut vivre avec la mort pendant des années, sans même se rendre compte qu'on est devenu l'un des leurs. Quand elle est partie ensemble, est partie, la pièce parut étrangement plus légère, et pourtant infiniment plus lourde. Cray se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans la silhouette indistincte des ifs. « Une tragédie, » murmura-t-il. « Ils parleront d'homicide involontaire, j'imagine. Mais tout a commencé avec ce fichu ruban. » Miss Marple suivit du doigt le bord du satin plié qui reposait sur le bureau. « Les symboles, inspecteur, n'ont que le sens qu'on leur donne. Pour une femme, il était lié à sa culpabilité. Pour une autre, à sa résolution. Pour moi, il évoque simplement le chagrin, comme un ruban qui s'effiloche quand on le tire trop fort. »
Il la regarda avec une admiration teintée de lassitude. « Tu le dis presque poétiquement. »« C'est souvent le cas, » répondit-elle doucement. La folie humaine tend vers la poésie. Dehors, la lumière du soir avait laissé place à un crépuscule paisible. Le miroir, désormais dépourvu de tout ornement, ne reflétait plus que la pièce nue et les 3 tasses à thé posées sur la cheminée, l'une renversée, l'autre vide, la troisième intacte. Miss Marple les contemplait avec cette douceur particulière qu'elle réservait aux fins abruptes et désordonnées de la vie. Cray rompit le silence. « Vous écrirez au vicaire, n'est-ce pas? Il voudra la vérité pour son sermon de dimanche. » « Oh, je parie qu'il y trouvera une leçon, que j'en trouve une ou non, » dit Miss Marple en ramassant ses gants. Mais peut-être devrait-il se rappeler que les bonnes intentions, comme les miroirs, se polissent souvent. Elles se ternissent si vite dès qu'on détourne le regard. L'inspecteur laissa échapper un petit rire sec. « Vous faites des philosophes de chaque cadavre, Miss Marple. » Elle esquissa un sourire. « Non, inspecteur. Seulement ceux qui y survivent. » Plus tard dans la nuit, de retour dans sa chaumière, Miss Marple posa sa tasse sur sa soucoupe et observa la flamme de sa lampe trembler. Dehors, le village avait déjà commencé à dissimuler la tragédie sous son voile habituel. Les voisins chuchotaient, les condoléances étaient récitées. Le scandale se muait opportunément en leçon de morale. La paix, une fois de plus, allait reprendre son voile délicat. Elle jeta un coup d'œil à son panier à couture. Parmi les fils, le morceau de ruban noir récupéré était enroulé, terne et désormais inoffensif. Elle le noua en un petit nœud et l'épingle à son chiffon à reprendre, non pas comme un souvenir, mais comme un rappel. À St. Mary Mead, les apparences se renouvellent toujours comme des roses printanières, respectables, parfumées et légèrement vénéneuses. Pourtant, Miss Marple, dans sa vigilance discrète, savait qu'aucun miroir ne restait, jamais longtemps vide. Tôt ou tard, il recèlerait un autre secret, attendant que son reflet soit dévoilé. Elle éteignit la lampe, et le verre posé sur sa table capta le plus faible éclat de la lune. 2 mondes jumeaux et inversés, parfaitement équilibrés dans le silence.